Dans la vie des peuples, la petite histoire a au moins autant d'importance que la grande. L'histoire d'un pays, c'est bien sûr le récit de faits glorieux, le calendrier des guerres et des traités, la vie et l'œuvre d'hommes et de femmes illustres. Mais cette grande histoire ne doit pas nous faire oublier l'autre, celle de la lente évolution d'un territoire, celle des patientes modifications d'un mode de vie, celle de la vie quotidienne des gens. L'histoire des municipalités est en ce sens très attrayante. À une échelle réduite, on y découvre les lois et les forces qui, issues du quotidien, façonnent le visage d'un pays. L'histoire de Notre-Dame du Mont-Carmel n'échappe pas à cette règle. L'évolution de cette communauté nous parle de la patiente adaptation des hommes et des femmes d'ici aux ressources de leur territoire. À une vingtaine de kilomètres au nord-est de Trois-Rivières, capitale régionale de la Mauricie, la municipalité de Notre-Dame du Mont-Carmel est située sur le territoire de l'ancienne seigneurie de Cap-de-la-Madeleine. Au 17e siècle, cette seigneurie bordait la rive est de la rivière Saint-Maurice, depuis le fleuve Saint-Laurent jusqu'à 60 lieues dans les terres. Concédée dès 1636 à l'abbé Jacques de la Ferté, la seigneurie fut par la suite en partie administrée par les Jésuites et les Récollets. À compter du 19e siècle, la seigneurie de Cap-de-la-Madeleine sera fragmentée en diverses paroisses et municipalités, dont Notre-Dame du Mont-Carmel. Très tôt, l'histoire de Notre-Dame du Mont-Carmel sera marquée par l'importance du bassin de la rivière Saint-Maurice. Au début du 18e siècle, Pierre Gauthier de Varennes, sieur de la Vérendrye, se voit octroyer un permis de traite des fourrures pour la région. Lui et ses fils installent leur poste de traite sur des îles de la Saint-Maurice. Cette situation géographique leur permet de faire payer un droit de passage aux Amérindiens qui descendent la rivière. Cette taxe, appelée la gabelle, donnera plus tard son nom au barrage situé non loin de là. Comme nous l'explique Léopold Landry, résident de Mont-Carmel et auteur d'une monographie historique, en plus de la rivière, c'est le sol même de la région qui contribuera de façon inusitée au développement de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est du minerai de fer. Comme on en trouve encore aujourd'hui, ils l'ont défaussé de certaines terres. C'est pas la meilleure qualité de minerai quand même, parce que ça, c'est du minerai qu'on appelle de savane, qu'on trouvait dans la grande savane de Mont-Carmel et puis au lac à Tortue. Mais le meilleur minerai qui contenait jusqu'à 40 % de fer, là, qui existait, il n'y en a plus, c'était en dessous de la couche végétale. Les gens levaient ça, puis il y en avait de 6 à 18 pouces environ, qui était mêlé par moitié au grain de sable. Puis ça se présentait un peu comme la grosseur d'une fève ou d'un pois. Alors ça, c'était le meilleur minerai. D'ailleurs, nos gens allaient porter ça aux forges, dans des tombereaux, surtout dans le temps des forges Lillet. Ils se faisaient un revenu d'appoint à ce moment-là. Mathieu Bell, c'était le directeur des forges du Saint-Maurice. Il était rentré en administration des forges Saint-Maurice en 1793. Il cadre bien dans le portrait de Mont-Carmel. En fait, c'est lui qui avait des réserves immenses pour venir chercher le bois franc sur la montagne. Et puis, en plus de ça, il avait reçu une concession le long du Saint-Maurice de notre côté, de 20 arpents de profondeur par 164 arpents de longueur. Ça englobait la rivière cachée. Puis il avait construit un moulin assis en 1824. Puis en 1840, il l'a donné à son gendre, Edward Grave. Edward Grave a beaucoup exploité le territoire ici. Oh, c'était pas pour faire concurrence. À l'époque de la fondation des forges de Lillet, je pense que ça, c'est assez intéressant. Les forges du Saint-Maurice étaient bien au ralenti. Il y avait des ateliers de fermés. Puis il y avait des gens qui avaient été élevés là, qui avaient travaillé là. Puis ils étaient rendus à Trois-Rivières. Ils s'étaient réfugiés à Trois-Rivières parce qu'il n'y avait plus beaucoup de travail. C'est des gens de Trois-Rivières, des anciens employés ou des anciens résidents des vieilles forges qui sont venus fonder celle de Mont-Carmel, celle de Lillet. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup de minerais sur le territoire de Mont-Carmel. C'était très loin d'être épuisé. Jusqu'en 1863, les forges de Lillet fonctionneront sur une base artisanale. Cette année-là, un certain McDougall achète les installations et imprime à l'entreprise un authentique élan industriel. 15 ans plus tard, en 1878, victime d'une dépression économique qui entraîne une mévente du fer, les forges de Lillet devront fermer leurs portes. De l'autre côté de la rivière, les forges du Saint-Maurice survivront encore quelques années, leur fermeture définitive en 1883
marquera la fin d'une passionnante aventure sidérurgique en terre mauricienne. La naissance de Notre-Dame du Mont-Carmel comme entité religieuse et administrative coïncide avec cette période d'effervescence. C'est en effet le 30 décembre 1858 que les autorités religieuses accordent le statut de paroisse au territoire environnant le Mont-Carmel. Quelques mois plus tard, en mars 1859, Notre-Dame du Mont-Carmel acquiert son statut juridique de municipalité. Ingénieux de nature, les citoyens de Notre-Dame du Mont-Carmel vont tout au long du 19e siècle tirer profit d'une autre richesse de leur milieu, la forêt. De 1824 à 1880, pas moins de 10 moulins à scie seront construits sur le territoire de la municipalité. Oh oui, Mont-Carmel était couvert de forêts magnifiques. Il y avait des arbres géants, des pins, des pruches qui avaient 30 à 35 pieds de hauteur, avec des dimensions de 5 pieds de diamètre à la base. Et puis évidemment, les gens, les grandes agences forestières, dominées par les Anglais à l'époque surtout, elles sont venues surexploiter. Ils ont tout apporté, ils coupaient tout. Il fallait absolument pour la construction des navires, parce qu'ils faisaient descendre ça le long du Saint-Maurice. Et puis là, ils chargeaient ça pour l'Angleterre. Le bois, on le transportait surtout à partir de la rivière Cachée. On le faisait flotter sur des cageux qu'il y avait. Maintenant, je ne sais pas de quelle façon ils se sont pris, mais je sais que la rivière Cachée, à l'époque, était flottable. Il avait certainement fait de gros aménagements. Tout événement, il y avait d'ailleurs un moulin-scie à l'embouchure de la rivière Cachée, où elle se jette dans le Saint-Maurice. Tous les érables de la montagne, les bois francs, les hêtres, ont servi à faire du charbon de bois. On servait à faire du charbon de bois. Ils prenaient ça pour chauffer le haut fourneau des vieilles forges du Saint-Maurice. C'est avant la fondation des forges de l'Îlet, d'ailleurs. Et puis, ils en ont descendu. Ils descendaient ça dans des chariots ici, dans ce qu'on appelle le chemin de benne, parce que c'était des bennes, la forme de ces chariots-là. Et puis, il y avait des lisses de bois et qui reposaient sur des dormants, des tailles, comme vous voyez ici. Vous en avez qui sont en parfaite conservation après 100 ans d'existence. C'est nous autres qui les ont déterrés l'an dernier. C'était des réserves. C'était réservé exclusivement pour l'exploitation des forges du Saint-Maurice. Au début du 20e siècle, le bassin de la rivière Saint-Maurice affirme de nouveau son importance. Ce chemin des découvreurs et des négociants de fourrure, cette avenue privilégiée pour le flottage du bois, révèle alors son formidable potentiel hydroélectrique. De 1923 à 1925, on assiste à la construction de l'imposant barrage de Lagabelle. À sa façon, Notre-Dame du Mont-Carmel entre dans l'ère moderne de l'électricité. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est aussi un paysage agricole. Toutefois, pendant longtemps, l'agriculture s'y pratiquera sur une base modeste, celle d'exploitation artisanale, axée uniquement sur la satisfaction des besoins de la famille terrienne. Les terres sablonneuses qui entourent le Mont-Carmel se prêtent en effet mal à l'élevage et aux cultures traditionnelles. Oui, en gros, on pourrait dire, géologiquement parlant, qu'il y a 3 catégories de sols. D'abord, il y a les sols argileux, le long du Saint-Maurice, surtout sur les basses terres des Chenaux qu'on appelle. Il y a aussi au rang Saint-Félix des terres noires qu'on appelle. Ça, ce sont des reliquats des anciennes savanes, des marécages des milliers d'années. Et il y a aussi les terres morainiques.
qui sont des débris des glaciers lorsqu'ils se sont retirés et qui sont composés de débris végétaux, de pierres, de sable. En fait, notre montagne, c'est une moraine qui a été laissée sur place par les glaciers en retraite il y a environ 11 000 ans. Oui, bien, il y a quand même si les sols s'épuisaient vite autrefois, il reste quand même qu'avec les moyens modernes d'agriculture, d'engrais, tout ça, il y a quand même moyen d'obtenir des récoltes intéressantes. Il y a certaines catégories de plantes aussi qui viennent bien sur des sols comme les nôtres. Toutes les plantes de la famille des solanacées, par exemple, les patates, les tomates, les aubergines, le tabac, ce sont toutes des plantes qui viennent bien dans les sols sablonneux comme ceux de Mont-Carmel. On pourrait dire qu'après la fondation du lac à la Tortue, où il y avait de l'industrie, et celle d'Almoville en 1912, on pourrait dire que le résiduel du territoire, ce qui devenait Mont-Carmel, en ce moment-là, c'était exclusivement agricole. On peut dire l'agriculture, c'est une base d'économie familiale. Ça a duré jusqu'à vers 1950. Et ensuite, ça a bien diminué. C'est plus ça du tout aujourd'hui. En 1960, il y avait encore une quarantaine d'agriculteurs et je ne sais pas s'il en reste 20 aujourd'hui. C'est beaucoup plus résidentiel aujourd'hui et de villégiature. Bien, ce qui arrive, c'est que les sauterelles, ils pondent leurs œufs dans le sol. Et le sable favorise l'incubation des œufs des sauterelles et puis la prolifération des sauterelles. Alors, ce qui est arrivé périodiquement, et en plusieurs circonstances, c'est que les terres de Mont-Carmel, et d'ailleurs celles de Saint-Étienne de l'autre côté de la rivière aussi, parce qu'ils ont le même type de sol, ça venait infester des véritables épidémies de sauterelles. Il y en avait tellement que les gens ne pouvaient même pas étendre leur linge sur les cordes à l'extérieur. Alors, quand les sauterelles dévoraient tout, périodiquement, mais les gens se décourageaient et s'en allaient. Comme plusieurs Québécois, M. Omer Buisson a connu l'exil vers la Nouvelle-Angleterre. C'était peu après 1900. J'ai tout le temps vécu là, à Mont-Carmel. À part que des années qu'on était des États-Unis, moi, je suis né, j'ai 91 ans, là. J'ai commencé à travailler chez nous, mais avant de commencer à travailler chez nous, bien, quand on a été dans les États, j'avais 10 ans. Quand on est parti pour aux États-Unis, c'est parce qu'on entendait parler que des États-Unis, qu'il y avait de l'ouvrage pour tout le monde. Les haines comme les vieux. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais 10 ans. Et ils ont dit, tu vas être capable même de travailler à la shop. Puis on a été par là. On a été à peu près de 3 à 4 ans. Et là, on travaillait sur... Il faisait une shop de laine, il travaillait sur la laine pour faire du butin à aval, là, qu'ils font. Non, c'était pas difficile, seulement qu'il fallait que les règles soient assez bien suivies. Il ne fallait pas faire d'erreur. On travaillait 12 heures par jour. Il y avait un samedi après-midi qu'on ne travaillait pas. C'était légal, puis ça ne l'était pas. Mais la loi donnait avec une personne qui avait assez, un petit peu d'instruction pour être capable de suivre ça, les règlements qui se passaient à la shop, là, il était correct. Fait qu'il nous donnait, il nous disait qu'il fallait faire 3 mois d'école publique. Puis j'ai commencé à l'école, puis au bout d'1 mois et demi, j'ai eu mon papier d'école pour être capable de rentrer dans les shops pour travailler. Fait que là, j'ai pu retourner à l'école, le présenter à la shop et travailler. Puis combien vous gagnez par heure? Nos gars n'étaient pas forts dans ce temps-là. 3 piastres et 77 par semaine. Les petits gars de mon âge.
Témoins d'une époque, ces Marchands, ces Brières, ces Dostalaire, ces Landry, ces de Montigny et combien d'autres familles qui, en dépit des crises et d'un sol ingrat, ont assuré une relève agricole constante jusqu'à aujourd'hui. Pulchérie Landry n'avait que 99 ans lorsque nous l'avons rencontrée. À travers son métier de jadis, elle aussi se souvient de cette époque. J'ai fait la clause. Oui, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui, mais on n'avait pas des gros salaires non plus. Ah, ben, 100 piastres par année. 100 piastres par année. J'ai vu des personnes qui étaient obligées, malgré le petit salaire qu'il y avait, ils étaient obligés de chauffer l'école encore en plus. Il ne restait rien. Ah, ben faire l'école, c'est l'assemblement des enfants dans un arrondissement, dans un rang, là. Puis après ça, ben, les enfants viennent à l'école, et puis ils ont des devoirs à apprendre, puis des leçons, puis on corrige les devoirs, et puis les leçons. Après ça, ben, ils donnent les devoirs à tous les soirs, à faire à la maison. Soit de l'arithmétique, soit, ça dépend. 2 jours par semaine d'arithmétique. Et puis les autres, ben, c'était des autres questions dans l'histoire du Canada, dans la géographie, enfin. Dans la classe, ben, il y en avait un peu plusieurs, vous savez. Il y avait une quarantaine, 45. Ah oui, c'était rien que dans un bout de rang, ça. Après ça, en haut, il y avait une école aussi. Il devait en avoir une prochaine. Peut-être pas autant par là. Ben non, s'ils veulent bien faire, on n'a pas de misère avec. Ouais, mais s'ils veulent faire rien que la disposition, ben, on avait pas trop de bonne humeur, des fois, ils se faisaient punir. On avait droit à des punir. Quel genre de punition? Ah ben, les mettre à genoux, des fois, ça lui faisait bien mal au cœur. C'était plutôt ça. Mais, ça, il y en a des fois. Dans les grands garçons, un peu, dans les 14-15 ans, il y en avait qui avaient 14 ans. Ils servaient de l'oreille, ils donnaient des coups d'oreille. Moi, j'en ai jamais donné. Puis j'ai jamais puni les enfants tant que ça, non, jamais. Mais il y en a qui étaient sévères. Oh mon Dieu, je ne vais pas vous le dire juste parce que ça fait longtemps de ça. Ben, à peu près. Ah. C'est bien malaisé à dire. Il pas aussi bien des années. Oui. À plus d'un titre, Notre-Dame du Mont-Carmel offre aujourd'hui un nouveau visage. Dans le domaine agricole, on assiste depuis quelques années à un changement de vocation qui met à profit la nature particulière des sols sablonneux. Propices à l'horticulture, les terres de Mont-Carmel sont devenues un jardin qui alimente en légumes frais les marchés urbains des environs. Certaines cultures, celles de la fraise et de la pomme de terre, y connaissent un essor